Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Il y a eu un petit changement dans l'ordre des orateurs, de la part aussi, il y a eu un changement dans le nombre des orateurs. Nous allons d'abord écouter Monsieur Salam ne peut pas venir aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par le professeur McIntyre et sur la présentation sur les convergences et l'éclaircissement sur les frontières du droit international des aquifères transfrontaliers. Nous avons également 3 présentations rapides qui ont l'air vraiment très intéressantes, mais elles seront enregistrées et donc nous regarderons ces vidéos. Donc, Monsieur McIntyre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, je souhaitais prendre quelques minutes. Je vais commencer par partager ma présentation d'abord. I hope you have that now. I want to take these few minutes to talk Alors, to je you. souhaitais vous parler un peu de la... Alors, malheureusement, votre présentation ne s'affiche pas en plein écran. Est-ce que vous pouvez appuyer sur Display Settings en haut de l'écran? Est-ce que c'est mieux? Parfait. Très bien, merci beaucoup. Alors, je souhaiterais saisir l'occasion pour vous parler du problème de la fragmentation ou la fragmentation perçue. Il y a des divergences qui semblent apparaître entre le droit international sur les aquifères et le droit international concernant les cours d'eau. La fragmentation, c'est un problème qui se pose en raison de la complexification du droit international. À mesure que le droit international se complexifie, des sous-systèmes de règles apparaissent et qui vont dans des directions qui ne sont pas nécessairement convergentes. Alors, c'est après 2008, avec le développement des projets d'articles sur les aquifères transfrontières par la Commission du droit international, on a commencé à avoir des divergences entre les règles pour du droit international des cours d'eau et ce droit émergent pour les aquifères. Alors, c'est assez totalement compréhensible parce que il y a les spécificités hydrogéographiques et géologiques des aquifères. Il s'agit de prendre en compte l'importance de répondre aux besoins humains des eaux souterraines et les règles spécifiques qui peuvent refléter la vulnérabilité environnementale spécifique et accrue des eaux souterraines. Mais ça pose la question de la fragmentation néanmoins en raison du développement de règles de plus en plus spécialisées et la création de ces sous-systèmes qui créent de l'incertitude juridique et de la confusion. Le problème principal, c'est que l'on ne sait plus si les règles générales... Alors malheureusement, nous avons des fluctuations de son. Est-ce que vous pouvez vous assurer que votre micro est au plus proche de vous? J'espère que c'est un peu mieux. Alors le problème, c'est que il existe une incertitude concernant l'application des règles générales à l'ensemble des sous-systèmes de loi. Et donc,
on voit les signes de fragmentation entre le droit international sur les cours d'eau en général et ce droit spécifiquement pour les aquifères transfrontaliers. Quand on regarde les définitions et les périmètres d'application de ces différentes corps de droit, il y a des superpositions, mais également des sujets qui ne sont pas couverts. Et puis, il y a la question de la souveraineté. Et donc, il y a le spectre de ce concept qui, s'il est combiné à une définition trop large de l'aquifère, pose problème. Quand on parle de souveraineté, on fait référence à une question de propriété, etc., et ce qui pose un certain nombre de problèmes. Alors, quand on parle des aquifères transfrontières, on parle des facteurs hydrologiques et géophysiques pour définir l'utilisation juste et équitable des ressources en eau, ce qui diffère de son application dans le droit international sur les cours d'eau. Et il y a également des engagements procéduraux qui sont moins mis en avant dans le cas des aquifères transfrontières. On lie tout cela à des facteurs géophysiques pour les aquifères. Ensuite, il y a un manque d'informations concernant la protection environnementale dans ce projet d'article. Mais ces articles présentent également des avantages, un accent mis sur les bénéfices à long terme plutôt que sur l'utilisation de ces ressources. Donc, une prise en compte des facteurs spécifiques aux eaux souterraines, un accent mis sur le besoin de protéger les besoins humains vitaux, c'est-à-dire on prend en compte les besoins en termes de droits de l'homme et d'assainissement. Alors, le concept de la convergence, c'est ce que l'on considère comme l'antidote à la fragmentation. Le concept d'une convergence dans le droit international se compose de plusieurs processus parallèles. Et il s'agit d'une réponse systémique à la fragmentation due à la diversification et la spécialisation et l'extension du droit international. C'est également un processus d'intégration, d'interpénétration et de pollinisation croisée entre ces différents sous-champs juridiques spécialisés. Et l'idée, c'est que chacun de ces droits va influencer, alimenter les autres. La convergence lutte donc contre la désintégration du droit international et l'objectif est de préserver le degré nécessaire d'unité systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le besoin d'un système cohérent avec des règles systémiques du type règles d'interprétation des traités. Alors, ce phénomène de convergence s'appuie sur toute une série d'institutions, de processus qui ne sont pas liés entre eux et l'existence de différents sous-champs du droit international. Côté institutions, il y a la Cour internationale de justice qui, ces dernières années, notamment, a tendance à rendre des jugements contraignants qui sont contraignants pour différents sous-systèmes. Et la jurisprudence de la Cour montre que l'on cherche à promouvoir des solutions universalistes. Donc, il y a une certaine intolérance
à des régimes autonomes tels que l'OMC, par exemple. Il souhaite plutôt mettre l'accent sur le lien avec d'autres domaines du droit international. Ensuite, il y a la Commission du droit international en elle-même. Si on pense à ce qu'elle fait, la codification des droits au fur et à mesure, l'examen des pratiques actuelles, l'objectif, c'est d'identifier des normes universelles ou acceptées très largement pour en faire pour des règles de base. Et ce processus de codification ne se fait pas uniquement au sein de la Commission du droit international, l'Institut du droit international, l'Association du droit international. Et se reflète dans le principe de l'intégration systémique qui est prévu à l'article 33.1c de la Convention sur les traités de droit. Donc, il s'agit de règles pour l'interprétation des règles de traité et prendre en compte les engagements des États à ce titre. Et on a vu un exemple dans le litige entre l'Inde et le Pakistan, requérant donc la prise en compte des questions environnementales. Donc, il y a également la comitologie avec différents principes qui indiquent que les règles spéciales s'inscrivent dans les règles générales. Et l'on veut que les règles et les valeurs du droit international, du droit humain international, droit environnemental international est intégré dans d'autres types de droit international. Malheureusement, le son est extrêmement étouffé. Alors, la convergence dans le droit international de l'eau. Alors, malgré la fragmentation, le droit international de l'eau interagit de façon très intensive avec d'autres sous-champs, donc par exemple le droit international des droits humains et le droit international environnemental, par exemple le cas Pulp Mills, qui a reconnu l'exigence universelle d'une évaluation d'impact environnemental, et cela fait partie des outils de mise en œuvre des obligations environnementales. Et donc là, nous avons une recommandation du tribunal concernant le rôle de l'agence EIA et du rôle essentiel des évaluations d'impact environnemental. Si l'on regarde l'intégration des institutions, un exemple, c'est l'Eurasecom avec un mécanisme de coopération multi-pays pour le système aquifère transfrontière Stampriette. Donc, ce sont plusieurs organisations régionales qui travaillent ensemble et l'on a vu le même type de fonctionnement pour la commission de protection de la rivière du Danube, entre autres. Nous avons également vu l'émergence des règles de hiérarchie, c'est-à-dire la prédominance des droits humains en termes d'eau et d'assainissement. Cela est intégré dans les règles pour les cours d'eau internationaux. Et il y a également le rôle des outils pour le dialogue institutionnel. Et donc, si l'on pense au secrétariat de la Convention sur la biodiversité ou le secrétariat Ramsar, eh bien, ils ont travaillé ensemble et cela a généré des orientations extrêmement intéressantes
pour protéger les écosystèmes d'eau douce. Eh bien, ces orientations, ces conseils, eh bien, vont avoir un impact d'unification comme elles s'appliquent à la fois aux eaux souterraines et aux cours d'eau. Ensuite, concernant l'unité systémique, alors, malgré les spécificités du droit international de l'eau, qui donc s'inscrit dans un contexte très spécifique, le droit international de l'eau fait toujours appel et encore appel à des règles structurelles universelles du droit international. Et donc, si l'on regarde les différents éléments qui sont détaillés dans ce droit, il y a la source d'obligation. Eh bien, dans le droit international, cette source d'obligation, c'est la souveraineté territoriale. Et donc, ça, c'est pour ça que c'est tellement controversé, mais néanmoins central d'avoir cette notion dans le projet d'article sur les aquifères transfrontières. Ensuite, l'interprétation du traité, il y a la question de la contemporanéité, l'intégration, l'interprétation systémique. Ensuite, la base de la responsabilité, donc certaines activités pour l'activité Sainte-Anne, eh bien, la responsabilité de l'État est étendue à une nouvelle classe de préjudice environnemental. Donc, l'identité des acteurs pertinents, donc dans la Convention de l'eau de l'UNESC 92, ouvre cette notion à celle de la participation des parties prenantes et du public. Alors, donc, dans le droit sur les cours d'eau ou des aquifères, eh bien, les notions qui sont présentes sont liées à ce qui se fait en termes de convergence dans le droit international de l'eau. Et c'est ça qui fait que tout est étanche et fonctionne, malgré les spécificités de chacun des champs qui sont tout à fait compréhensibles en raison de la spécificité physique de ces entités. Mais les divergences et les distinctions entre le droit des cours d'eau et le droit des aquifères transfrontières, eh bien, doivent être mis à l'épreuve de cette unité systémique afin qu'ils soient alignés avec ces principes qui assurent la cohérence du droit international. Merci beaucoup, merci Monsieur McIntyre. Alors, nous avons quelques minutes de retard, mais ce n'est pas un problème parce que nous avons un orateur qui ne peut malheureusement pas nous rejoindre aujourd'hui. Alors, j'aimerais demander au public de nous envoyer les commentaires ou les questions dans le chat et l'on prendra les questions après les présentations. Nous passons maintenant au prochain orateur, Frida Sital. Frida nous parle aujourd'hui de la base scientifique pour une coopération accrue pour préserver la durabilité des eaux souterraines à long terme le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Merci, merci d'être avec nous. Merci. Est-ce que vous voyez ma présentation? Pas encore. Je réessaye. I can share my display. Ah, malheureusement, je ne peux pas partager mon écran, semblerait-il. Frida, si vous le souhaitez, on le fait à votre place. Oui, très bien, merci. Voilà, est-ce que vous voyez les diapositives? Voilà, merci beaucoup. Très bien. Sorry, yeah. So
Today I'm going to present a brief Alors aujourd'hui, je vais très brièvement vous présenter donc un travail que je fais en coopération avec Franzo Rivera, Eliane Rodriguez et Jorge Ramirez. Et l'objectif de ce travail est de essayer de construire un modèle géologique, donc un modèle conceptuel hydrologique, donc de l'aquifère du delta de la rivière Colorado en son embouchure. Et c'est ce que nous pensons essayer de faire. Donc, on l'appellera le LCRTA. Et puis, on va donc pouvoir regarder ce modèle, essayer de voir la qualité de l'eau et le reste bien sera développé plus tard. the study area is in North America. Et donc, on est bien dans la partie nord, ouest de cette partie. Donc, c'est un aquifère qui a été reconnu. Donc, la carte montre la situation de l'aquifère et il est loué donc au sud-ouest des États-Unis et au nord-ouest du Mexique et il couvre 29 800 km². C'est une région qui est caractérisée par un climat très aride. En l'été, la température peut être plus de 49 degrés et l'hiver de 0 degré. Les précipitations sont aussi importantes. En effet, ça va entre 76 km. Les précipitations sont donc très rares, hein, 76 à 2016 mm par an. Je suis désolée, on voit que la première diapositive. Excusez-moi, oui, je ne les ai pas passées, pardon. Alors, dites-moi si vous voulez que… Voilà. Ah non, c'est très bien, très bien. Parfait. Donc, l'évapotranspiration est d'à peu près 2000 mm par an et donc il y a des conditions de sécheresse dans le bassin donc de la rivière Colorado. Donc maintenant, je vais vous parler du contexte historique, social et économique de cette partie, donc de cette rivière du Colorado, enfin de ce fleuve plutôt. Alors donc des inondations historiques hein, et des sédiments du Colorado, des sédiments aussi marins qui viennent du golfe de Californie et a créé donc cet aquifère. Et la carte à gauche montre bien le Colorado et les points donc montrent le réservoir le long du canal, donc du fleuve. Et donc, on a donc frontière, aussi bien donc au nord qu'au sud. Et on voit qu'il y a donc un certain nombre de régions là, donc l'Arizona, etc. Alors, on a aussi donc le Mexique obtient de l'eau de cet aquifère grâce à un traité avec les États-Unis et donc ces eaux au Mexique, ils sont conduits au Mexique par tout un système d'irrigation. Et il y a aussi, c'est une source d'eau
pour 5 vallées, donc vallées, la Coachella, Imperial, Mexicali et l'Aquifer et Yuma, et pour une population donc que vous voyez sur la diapositive. Cette diapositive montre l'utilisation donc de ces eaux supersaines donc dans l'agriculture. Et les milieux urbains sont les principaux utilisateurs de cette eau souterraine. Et la population dans ces est montrée dans le graphe, et l'on peut voir que du côté mexicain de la rivière, eh bien, plus du fleuve, plus de gens dépendent donc de cette eau souterraine. Mais il y a aussi des millions d'hectares de terres agricoles qui correspond à une production de 4 milliards de dollars, de millions de dollars, eh bien, dépendent donc de ces eaux souterraines. Alors maintenant, je vais vous parler de l'équilibre, des éléments d'équilibre de l'eau, du Colorado et notamment de cet aquifère. Donc, pour eh bien, recharge, on a des lots du Colorado, mais aussi de Gila et de Nuevo et de l'Alamo. Ce sont des fleuves, des précipitations, des flux de retour de l'irrigation, des opérations de stockage de l'aquifère dans la vallée de Coachella et aussi de l'infiltration qui vient de canaux. Par contre, maintenant, du point de vue donc de le prélèvement de pompage du golfe de Californie, de la mer de Salton, des terres humides, des fleuves, des drainages et de l'évapotranspiration. Donc, cela nous montre une idée donc à droite de l'équilibre en eau de l'aquifère de la ville Mexicali. Vous voyez les infiltrations, l'évapotranspiration, les pompages, etc. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant? Eh bien, nous avons une intégration d'informations qui viennent des entités du gouvernement de chaque côté de la frontière, comme par exemple les enquêtes des États-Unis, la Commission nationale d'eau et d'autres entités. Et le type donc de rapport d'information vient des rapports et qui peuvent éclairer les articles scientifiques et des données qui viennent aussi du côté mexicain. Il est important de noter que ces informations qui ont été traitées et qui sont référencées, elles sont là pour eh bien, mettre en place des banques de données, notamment GIS, qui donnent des informations, donc en particulier de lithologie, par exemple sur la qualité des eaux souterraines. Est-ce qu'il y a donc le système d'écoulement, et cette information est classifiée en groupe. Est classé en groupe lithologique avec, par exemple, ensuite, cela donne comme résultat eh bien, des modélisations lithologiques en 3D, des contours des eaux souterraines et les cartes d'écoulement, les flux transfrontaliers en utilisant Darcy, des cartes de propriétés hydrologiques et différents types d'eau et des sources de réalimentation. Cette diapositive montre donc les ressources obtenues de cette activité. Donc, voilà les résultats. Donc, on a par exemple des données lithologiques. La deuxième carte montre les concentrations en fluoride, donc la qualité de l'eau. Et la troisième montre les écoulements transfrontaliers entre le Mexique et les États-Unis.
Dans cette carte, on peut observer qu'il y a différents flux de Mexique vers les États-Unis et des États-Unis vers le Mexique. To continue, Alors, pour shortly poursuivre, I obtained results on a aussi comme résultat eh bien, de ces données des élévations donc, des eaux souterraines de cet aquifère transfrontalier. Et puis, on a aussi donc, ce qui se passe dans les différentes parties de l'aquifère où il y a une surexploitation ou alors une réalimentation. Et on a aussi un certain nombre de données isotopiques des deux eaux souterraines de la partie donc dans l'aquifère. Now, I will describe shortly Alors, je vais décrire très brièvement la gestion des eaux souterraines dans cet aquifère. Alors, et la question c'est qui gère cet aquifère? Alors, on a les États-Unis qui administrent c'est le gouvernement, c'est le gouvernement des États hein, qui gère, tandis qu'au Mexique, c'est le gouvernement centralisé, fédéral donc. Pour la limitation des aquifères, eh bien, c'est limité en bassin et sous-bassin, alors qu'au Mexique, c'est des aquifères administratifs. Et pour le suivi, euh, on, on a différentes le suivi donc des aquifères et des eaux souterraines des aquifères. Aux États-Unis, il y a un suivi très sophistiqué avec au niveau des eaux souterraines, on regarde la qualité, le pompage. Et ce qui est très important, c'est que les informations donc, sont gratuites. Par contre, au Mexique, il y a un réseau de suivi, mais qui ne traite que de la qualité et l'information n'est pas disponible et l'accès à ces données n'est pas facile. Il y a une coopération binationale entre les deux pays. Par exemple, il y a eu un traité Guadalupe-Hidalgo en 1848 et qui porte sur les limites territoriales des pays. Et 100 ans après, il y a le traité donc de la Mesilla. Et puis ensuite, en 1944, une utilisation et optimisation de l'utilisation des eaux du Colorado et des rivières de Tijuana et du Rio Grande. En 1944, il y a des modifications de ces traités ont été mises en œuvre par des paragraphes, le paragraphe 242 en 1973 sur la gestion des eaux, limite par exemple de pompage de deux côtés de la frontière. Ensuite, le paragraphe 318 en 2010, où les deux pays apportent donc des eaux pour l'environnement, paragraphe 319 en 2012. Donc, la conclusion de cette recherche et les implications, donc l'intégration et l'unification des informations hydrologiques disponibles sur cet aquifère Colorado est la première étape pour gérer les eaux souterraines avec une approche partagée. Il faut gérer les eaux souterraines en fait en fonction des frontières hydrologiques plutôt que des frontières politiques. Et donc, le résultat, c'est que les politiques actuelles et les pratiques de gestion des eaux souterraines, eh bien, sont les suivantes. L'aquifère de Mexicali et puis du Colotaro sont surexploités. Du côté américain, les projets de recherche artificielle des bassins d'eau souterraine aident à réduire le pompage et à améliorer les ressources et la viabilité des ressources en eau souterraine. Le paragraphe 242 est le seul accord juridique binational de la région
les paragraphes 319 et 323 sont des exemples de progrès et la coopération entre les agences mexicaines et universitaires offre de bonnes occasions d'accroître les connaissances hydrologiques sur cet aquifère. En fait, la recommandation maintenant, eh bien, les efforts actuels font intervenir, construire un modèle conceptuel unifié qui intègre les eaux de surface, les eaux souterraines et les effets transfrontaliers. Ça, c'est une première étape dans une évaluation scientifique conjointe. Ces efforts représentent la base d'une coopération binationale à l'avenir qui sera donc partagée. Et il faut améliorer les données partagées, la coopération et la compréhension entre les gestionnaires d'eau souterraine et puis mettre en place des actions partagées pour améliorer la viabilité des eaux souterraines dans les aquifères transfrontaliers. Et puis accroître le suivi, on ne peut pas gérer ce que l'on ne mesure pas. Voilà, je vous remercie. Merci Frida, je crois que nous pouvons tous être d'accord avec le suivi et les mesures. Je voudrais faire une correction pour le temps de questions. Je suis sûre qu'on aura beaucoup de questions. N'hésitez pas à utiliser le lien des questions et réponses. Merci Frida. Alors notre prochain orateur, Omar, donc il parle de vraiment un programme très intéressant, donc le développement donc, du système d'aquifère des grès nubiens. Je vous souhaite la bienvenue. Okay, thank you, and sorry for the delay that happened during the beginning of the session. Bonjour, merci. Désolé de ce début de séance un peu chaotique. Nous passons maintenant à la partie évaluation, donc à 30 ans, du système conjoint GANSAS, donc est l'un des organisations régionales pionnières en matière de gestion, des aquifères transfrontaliers. Pour vous donner une idée de l'endroit où se situe donc ce système des aquifères du Nubien, il couvre 2,2 millions de kilomètres carrés, 3 fois la superficie de la France. La plus grande partie se trouve sur les territoires de l'Égypte et de la Libye, respectivement 820 000, 28 000 et 760 000 kilomètres carrés. Puis viennent le Soudan et le Tchad, qui ont respectivement 376 000 kilomètres carrés et 235 000 kilomètres carrés. Alors, ce système aquifère du Nubien se subdivise en deux parties. Passons au suivant. Deux sous-bassins. Le NAS, le système aquifère du Nubien, couvre toute une partie du sud vers 1400 de latitude jusqu'à la Méditerranée. Et là, on parle donc de PNAS, le système des aquifères post-nubiens. Et c'est le PNAS. Le NAS, c'est celui qui est le plus utilisé en Égypte et en Libye. Le PNAS, du fait de la bonne qualité de ses eaux, ses propriétés et du rendement élevé de l'aquifère en général, avec des propriétés bien supérieures à ce qui se passe au nord. Donc, c'était le NAS, pardon. Alors, on va comparer ces deux sous-bassins, le NAS et le PNAS. Alors, le NAS remonte à l'époque cambrienne et crétacée inférieure. Ils sont donc, il y a une partie qui est très profonde,
et qui n'est pas vraiment utilisé à l'heure actuelle. La couverture, c'est l'ensemble du bassin, épaisseur jusqu'à 5000 mètres. C'est un système aquifère multicouche. La qualité, ça va jusqu'à 200 milligrammes par litre. Ça peut aller même jusqu'à 2000, sauf au nord, où on est très confiné, où la salinité est très élevée et certaines propriétés sont très faibles. Et de ce fait, on l'utilise peu. Autre système, c'est le poste nubien qui se situe à 26 degrés de latitude nord, à cheval sur l'Égypte et la Libye, qui est également épais comme le premier, qui présente de bonnes propriétés, mais qui, dans sa partie nord, présente une salinité très élevée. Ces deux aquifères NAS et PNAS sont utilisés à des fins agricoles, utilisation domestique, mais également au Soudan et au Tchad. Ce développement, cette exploitation a commencé en Égypte dans les années 60 et probablement en Libye également. Le suivi nous montre qu'il y a des prélèvements qui s'accentuent d'une année sur l'autre et qui ont amené les deux pays à s'associer en quelque sorte pour ensemble gérer l'aquifère. Et c'est la raison pour laquelle cette autorité conjointe, la JA-NCAS, a vu le jour en 89, mais a vraiment commencé à fonctionner en 92. Le protocole a été signé par les ministres des deux pays concernés, Égypte et Libye. Par la suite, le Soudan et le Tchad sont devenus membres de l'autorité conjointe, respectivement en 95 et en 99, après quoi l'autorité est devenue la représentante de tous les pays de cet aquifère nubien, NSAS. Alors, le mandat de l'autorité conjointe comprend les tâches suivantes: collecte, analyse, intégration et distribution des données et des études. Il y a des études qui sont menées séparément dans chaque pays à titre individuel, qui ne sont pas regroupées. Il y a également le fait de conduire des études hydrogéologiques complémentaires, car on ne peut pas s'attendre à ce que la distribution ou la répartition des informations soit uniforme tout autour du bassin, parce que l'information se concentre généralement dans des zones plus développées ou développées. Prévoir le développement ou planifier le développement des ressources hydriques conformément aux politiques d'exploitation convenues au niveau national et régional, on y reviendra, parce que l'objet de toutes ces études et la création de cette autorité, c'est de contrôler l'usage de l'eau afin de réduire tout préjudice que pourraient subir les pays et pour garantir la pérennité de l'approvisionnement en eau, car dans de nombreux endroits, ces aquifères en eau souterraine sont la seule source d'eau pour pouvoir survivre. Autre partie de ce mandat, c'est de mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités donc conjoints, de procéder à des échanges d'expériences et également d'organiser, d'évaluer l'impact environnemental du développement de la ressource eau, parce que ces aquifères ne se rechargent pas et si on continue à pomper, le résultat sera la perte d'arbres et des espèces qui seront affectées du fait de la disparition de leurs habitats. Il
faut organiser des ateliers, des séminaires liés au système aquifère, consolider les liens avec les organisations internationales régionales correspondantes, et c'est ce que nous faisons maintenant depuis 30 ans. Pour vous donner une idée de la structure, comment se présente donc cette autorité conjointe? Il y a un conseil d'administration constitué de 12 membres. Il y a 4 pays et chaque pays envoie 3 représentants. Donc, nous avons 12 administrateurs au conseil d'administration. Et la présidence se fait par rotation, par renouvellement, par alternance entre les 3 pays. Le conseil d'administration responsable de la politique générale, élaboration du budget et des relations internationales avec les autres organisations internationales. Il y a un directeur exécutif qui est là à temps plein, qui gère les affaires au quotidien. Et puis ensuite, il y a diverses unités, administration, finances, bureaux nationaux, affaires techniques et unités information sur laquelle je reviendrai. Nous avons 4 bureaux dans les 4 pays membres de l'autorité conjointe. Nous avons un bureau donc spécifique au Caire, puis à Tripoli, à Khartoum, à Djamena. Ils ont pour charge de recueillir les données au quotidien concernant les niveaux, etc., les quantités qui ont été extraites suite à des activités d'extraction. Et il y a le budget de l'autorité conjointe qui est préparé par le conseil d'administration à la fin de l'année, qui est présenté ensuite aux membres pour adoption. Le budget n'est pas très élevé. Bien sûr, il ne couvre que les activités et les salaires des personnes, des effectifs au quotidien, mais pour les études régionales, par exemple, on y reviendra dans un instant, là, ça se fait par le biais d'un financement international. Les 3 décennies, 30 ans depuis la création de cette autorité conjointe, a eu pour effet de lancer plusieurs études. Il y a une erreur là, c'est non pas 1989, mais c'est 1998, qui émane de l'IFAD et mise en place par la CEDARE pour avoir des données sur cet aquifère. Et donc, cette entité était chargée de compiler, de synthétiser les données existantes parce qu'on avait des informations disséminées dans les divers pays, mais parcellaires. Et il n'y avait rien qui puisse permettre vraiment de travailler, d'être efficace au niveau régional. Il y a 25 cartes thématiques qui ont été élaborées pour le flux, la direction, la transmissibilité, etc. Et c'est l'interprète est désolé, le son ne lui parvient pas correctement. Il y a des coupures de son. On a mis au point un modèle mathématique à l'échelle régionale. Je crois que c'est une des plus grandes réussites de cette étude, de préparer donc un modèle pour simuler les activités en cours et à venir. De nouveau, des problèmes de son. Prendre des décisions basées sur ces éléments. De développer une base de données connue comme NARIS, le système d'information régional sur l'aquifère nubien, qui
contient toutes les données sur les systèmes d'aquifères, les prélèvements, les niveaux d'eau, qualité d'eau, épaisseur. Le son est d'une très mauvaise qualité. L'interprète est désolé. Il y a des pans entiers de phrases qui sautent. Donc, tout ça grâce à cette étude qui a été menée de 1998 à 2001 et en fait, dernière fonction ou tâche, renforcement des capacités pour les institutions nationales et les techniciens en matière de collecte et de suivi des données dans le réseau. Nous voyons maintenant sur le cliché suivant une autre étude qui est également une étude internationale financée par le PNUD et mise en place par l'AIEA et donc dans le cadre de la Facilité pour l'environnement mondial. Cette étude est allée sur un laps de temps un peu plus long, 2005 à 2010. Il s'agissait de préparer et de convenir de ce qu'on appelle SADA, analyse diagnostic d'aquifères partagée. Ce programme également devait identifier les manques ou les lacunes concernant une décision de planification stratégique, c'est-à-dire basée sur le modèle mathématique remis à jour et une enquête isotopique globale. Il fallait préparer un programme d'action stratégique, un PAS, qui a été élaboré à la fin de l'étude et les documents ou projets de documents ont eu l'aval des ministres des Ressources en eau à l'AIEA au siège à Vienne en 2013 afin de commencer à mettre en œuvre le contenu de ce programme stratégique très ambitieux et enfin de se doter d'un mécanisme institutionnel et juridique. C'est encore un peu tôt, mais si on se met d'accord autour d'un mécanisme ou d'un cadre institutionnel, évidemment, cela ne pourrait qu'améliorer la gestion de ce système. J'ai presque terminé. Cette étude régionale, donc la mise en œuvre de cette étude régionale pour une gestion équitable et rationnelle du NSAS, donc de l'aquifère qui a été lancée par la facilité financée par le PNUD et mise en œuvre par l'UNESCO. Il s'agit d'identifier les lacunes de connaissances en matière de ressources NSAS, des écosystèmes tributaires, soutenir le développement des capacités au niveau local, national, régional, faciliter les réformes nationales, les politiques nécessaires pour une bonne mise en œuvre du SAP et pour soutenir les éléments des plans d'action nationaux, utiliser les résultats des 4 actions pilotes pour améliorer la gestion. Et tout ceci va être ensuite distribué aux États riverains, ensuite identifier des options financières à venir pour permettre ou faciliter la mise en œuvre de ça. En dépit de tous les efforts réalisés depuis 30 ans en matière de collecte de données, de suivi des évolutions, des changements des conditions de l'eau dans les systèmes d'aquifères, il existe toutefois encore des lacunes qu'il faut combler. On manque parfois de données sur les niveaux d'eau ou
il y a certaines périodes qui manquent. C'est dû au fait que tous ces pays, à certains moments, ont rencontré des difficultés en termes de sécurité nationale, en termes de conflits, parfois conflits armés. Et tout ceci a retardé, dans une certaine mesure, le continuum de collecte de données et de dissémination. Il y a aussi la question du traitement de la dissémination des données avec le système NARIS qui est irrégulier ou absent. Les offices ou bureaux nationaux manquent encore de personnel, manquent de ressources, la zone étant tellement vaste que l'on ne peut pas mener des campagnes de collecte de données, il faut des instruments, il faut être équipé de véhicules 4x4 et la logistique est parfois très problématique pour les pays, notamment du fait des circonstances actuelles. On n'a pas réussi à upgrader les modèles maison, les modèles au niveau local et régional. Et là, c'est le plus important, il n'existe pas de cadre juridique contraignant sur les eaux transfrontalières qui puissent contrôler l'utilisation du système d'aquifère. Donc, en conclusion, nous soulignons la nécessité d'obtenir une assistance technique et financière auprès des organisations internationales, car la plupart des études régionales bénéficient d'un financement international. Nous n'avons pas suffisamment accès à des fonds au niveau local ou régional pour mener des études de grande ampleur. C'est très important. Donc, on a besoin des organisations internationales. Il faut vraiment mettre davantage l'accent sur le volet suivi et évaluation, ce qui a été encore une fois rendu difficile par les conditions de sécurité dans certains pays. Le NARIS, le système d'information de l'aquifère nubien, doit être réactivé en quelque sorte et les modèles mathématiques doivent être mis à jour, par exemple prévision climatique. Et il faut régler ce problème de sous-effectifs et des problèmes budgétaires que rencontre l'autorité conjointe à l'heure actuelle. Et comme je l'ai dit, c'est bien d'avoir une autorité conjointe, mais il n'en reste pas moins qu'il faut des moyens pour pouvoir mettre en œuvre ce que le mandat qui lui a été donné à sa création. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de m'avoir prêté attention. Si vous avez des questions, veuillez les placer dans la partie questions-réponses. Maintenant, on va entendre Amil Makini. On va voir une vidéo sur la gouvernance de ces aquifères et par rapport aux peuples autochtones dans le système d'aquifère du Guarani. Hello, my name is Amael, and I'll present Latin America's perspectives on the governance of Bonjour, je suis Amael et je vais vous présenter les perspectives latino-américaines sur la gouvernance des aquifères transfrontalières, la protection des peuples autochtones étant le point central. Cet accord, l'aquifère Guarani, présente des points les plus importants de cet accord: souveraineté territoriale, souveraineté des États sur leur partie de l'aquifère, utilisation raisonnable et équitable pour que il n'y ait pas de personnes lésées, l'obligation de ne pas créer de préjudice significatif,
et échange d'informations et de coopération entre les États. Quelle est la jurisprudence en la matière par rapport à l'aquifère du Guarani? Il y a des obligations de droits humains par rapport à l'eau, par rapport aux peuples, notamment les peuples autochtones qui sont au cœur de cette région. Le droit humain à l'eau ce n'est pas simplement l'obligation qui incombe aux États de fournir de l'eau aux citoyens pour qu'ils puissent survivre, mais il y a également des obligations de bonne diligence qui incombent aux États et également de surveiller et la protection de ces ressources en eau au sein de l'aquifère, notamment fournir un cadre de consultation, accès à l'information sur tous les projets qui sont menés et qui peuvent avoir un impact sur les peuples autochtones. Les propositions sont les suivantes. Il faut vraiment une utilisation équitable de la ressource et tenir compte du sort des peuples autochtones. Il faut que pour tout projet, les besoins des peuples autochtones soient vraiment pris en compte comme consultation et accès à l'information. Et il faut qu'il y ait une approche plus directe par rapport à ces peuples, afin qu'ils puissent participer plus facilement au développement de projets qui peuvent les impacter. Merci et je suis disponible pour toute question. Merci. Nous apprécions cet aperçu rapide. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans la question-réponse. La prochaine vidéo concerne les outils réglementaires pour la gouvernance des aquifères transfrontières, une vision juridique de Nicolas González del Solar. Hello, I would like to start. Bonjour, je souhaiterais commencer par remercier les organisateurs de me donner l'occasion de m'exprimer. Notre projet a pour objectif de donner les objectifs de base pour créer des accords et des traités entre pays voisins. Comme vous le voyez à l'écran, nous pensons qu'une mise à jour ou une amélioration du système juridique de la gestion de l'eau est essentielle pour appliquer la résolution 63-124 telle qu'il faudrait. Les pays de la région ont peu d'informations concernant les aquifères. En effet, le manque d'informations concernant la localisation, la dimension, la capacité, la profondeur et la connexion, les niveaux d'interconnexion de ces aquifères sont peu connus. Et il y a peu d'informations également sur la manière dont la gestion de ces aquifères sont réglementées. Alors, notre produit a pour objectif d'encourager et permettre aux décideurs de politique de travailler ensemble. Le système d'aquifères Guarani est un bon exemple parce que l'Argentine et le Brésil ont mis en place un système pour travailler ensemble, y compris avec le Paraguay et l'Uruguay. L'objectif du projet est donc de donner au pays la bonne compréhension de la gestion des ressources en eau et leur assurer qu'une telle coopération est possible. Merci beaucoup, Nicolas. La prochaine vidéo était la vidéo de Maria Brzezinski, les politiques publiques au Brésil et l'aquifère de Guarani.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours dans l'onglet questions-réponses. Good afternoon. My name is Maria. Bonjour, je suis Maria Lucia Brzezinski et je vais vous parler de l'aquifère de Guarani et les politiques publiques en la matière au Brésil. Ce document présente et examine la manière dont le Brésil répond à ses obligations au titre du traité de l'aquifère Guarani signé en 2010 et qui est récemment rentré en vigueur en 2017. Les politiques publiques du Brésil en matière d'eau sont régies par la loi de 1997 qui n'a pas récemment connu d'amendement. Les eaux souterraines restent néanmoins invisibles car la politique fédérale s'occupe principalement des eaux de surface. En faisant des recherches sur les sites web du ministère de l'Environnement, du ministère des Affaires étrangères et le site web de l'Agence fédérale de l'eau, eh bien, nous n'avons pas trouvé de mention de politique publique spécifique qui concernerait les eaux souterraines ou l'aquifère de Guarani. Nous avons cherché des informations récentes et tout ce que l'on trouve, ce sont des informations qui datent de 2009 et de 2010 concernant l'existence de cet aquifère de Guarani, ses dimensions et le fait que c'est un véritable trésor pour le Brésil. Mais la constitution brésilienne stipule que les eaux souterraines appartiennent aux États membres de la fédération et donc il s'agit ensuite de regarder ce que chaque État de la fédération brésilienne fait en matière d'eau souterraine. Le Guarani couvre 8 États fédéraux du Brésil et dans ma recherche, je me suis concentrée sur l'État du Paraná et ses politiques en matière d'eau souterraine. La politique publique concernant les ressources en eau date de 1999 pour donc cet État du Paraná. Il y a 4 ou 5 articles qui traitent des eaux souterraines. Il y a une exemption pour le secteur de l'agriculture concernant les pyramides de l'eau et donc le secteur de l'agriculture ne paie pas pour l'utilisation de la ressource en eau. Si l'on regarde spécifiquement les informations concernant l'aquifère Guarani au Paraná, sur le site des autorités de l'État du Paraná, on constate que le Paraná vient récemment de publier un premier rapport sur les ressources hydriques et l'aquifère y est bien mentionné, mais uniquement en indiquant qu'une des zones, une grande partie de la zone de déversement est particulièrement vulnérable à la contamination. Donc au Brésil, nous en sommes encore à un point où les eaux souterraines ne sont pas identifiées comme une priorité des politiques publiques. L'aquifère de Guarani n'est pas considéré comme un sujet de préoccupation et il n'y a pas de mesures planifiées, pas de mesures concrètes qui s'appliqueraient spécifiquement à l'aquifère de Guarani. Merci. Merci Maria, c'était excellent. Alors là encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous l'envoyer dans les questions-réponses en bas de l'écran. Alors, nous avons une question pour l'instant pour le professeur McIntyre. La question a déjà été répondue, mais peut-être que M. McIntyre pourrait
nous en parler plus avant, parce qu'on a le temps. Est-ce que vous pensez que la complexité du droit international de l'eau explique la réticence des États à adopter le projet d'article sur les aquifères transfrontières? Thank you, Todd. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Alors, j'ai essayé d'y répondre brièvement dans mon texte et je suggérerais la chose suivante. La complexité du droit international de l'eau, que ce soit le cadre émergent pour les aquifères transfrontaliers ou les eaux transfrontalières de manière générale, eh bien, l'adoption d'une convention indiquerait le besoin d'une codification. Et je ne pense pas que la complexité soit le problème en la matière. Mais je pense que, si l'on regarde la réticence des États pour passer d'un accord sur les aquifères transfrontaliers vers une convention, eh bien, c'est sans doute parce que, donc passer du projet d'article à la convention, c'est sans doute parce que le texte tel qu'il est crée un certain nombre d'incertitudes. Je vous l'ai indiqué dans ma présentation, et c'est indiqué d'ailleurs dans le document soumis pour cette conférence. Eh bien, le projet d'article de 2008 crée un degré d'incertitude. On s'est basé sur le paradigme de la codification de 1994 de la Commission internationale juridique. Mais les deux points principaux d'incertitude sont liés au périmètre et au champ d'application de cette convention spécifique. On ne sait pas donc clairement quand les ressources en eau, quelles qu'elles soient, sont couvertes par le droit international de l'eau en général ou par des conventions plus spécialisées. And also, I think the issue, as I mentioned, Et je pense que le problème tel que je vous l'ai mentionné dans ma présentation, c'est également la question de la souveraineté. La question de la souveraineté associée à la définition très large des aquifères, c'est-à-dire qui comprend également les ressources en eau contenues dans les roches, eh bien, pose problème. L'eau, c'est une ressource mobile et la question de propriété, de la souveraineté de cette ressource eh bien, ce concept s'oppose à la question de l'utilisation des ressources. Et si l'on regarde le langage utilisé dans le commentaire au projet sur les articles, on parle de la propriété de l'eau, des ressources en eau. Et donc, cela a créé une impression qui crée la confusion. Par exemple, vous êtes un petit État et vous partagez votre aquifère avec un grand État. Eh bien, si ce grand État va se réclamer de la souveraineté sur cet aquifère, eh bien, ça crée une préoccupation et une inquiétude quant à l'accès à ces ressources. Le professeur Stephen Castré, au sujet de ce projet d'article après leur adoption en 2008, a parlé de ce régime de souveraineté et les problèmes qu'il pose. Si l'on regarde l'histoire de ces 15 dernières années et l'évolution du droit international de l'eau, en commençant avec les règles de Helsinki de 96, eh bien, on reconnaît que les droits à utiliser les ressources partagées en eau avec l'idée que la souveraineté était une notion un peu plus souple concernant la distribution de l'eau, la mise à disposition, mais pas de propriété. Or, c'est le cas dans le projet d'article.
Alors, idéalement, les projets d'articles sont la première étape vers une convention, mais la vraie valeur de ce type de projet d'article, c'est de créer des règles modèles. C'est un genre de gabarit qui peut être ensuite utilisé pour les États qui souhaitent mettre en place des accords de gestion d'aquifères transfrontières. Et on l'a vu comme dans l'exemple de l'aquifère de Guarani. Et donc, l'adoption d'une convention, donc en vue de cela, ne semble pas nécessairement pertinent. Le projet d'article joue néanmoins son rôle en l'état. Et on pourrait imaginer légèrement amender ces articles pour prendre en compte ces préoccupations, mais leur valeur n'est pas remise en cause. Donc, c'est les forces plus vastes qui opèrent dans le droit international œuvrent vers une plus grande cohérence, mais qui prend en compte les divergences nécessaires. On reconnaît tous qu'il faut évidemment qu'il y ait des règles spécifiques pour les cours d'eau, les eaux de surface, les eaux souterraines, les aquifères, mais il faut s'assurer également qu'il y ait une cohérence entre les différents sous-systèmes du droit international de l'eau. Et le projet d'articles sont un moyen très pertinent de répondre à cette problématique. Je m'excuse si j'étais un peu très long. Pas du tout. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons encore un peu de temps pour des questions. Y a-t-il des questions supplémentaires? En attendant, j'aimerais vous remercier tous d'être venus prendre le temps de nous faire votre présentation, notamment pour nos deux étudiants qui doivent être particulièrement occupés. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Il ne semblerait pas que ce soit le cas. Donc, une fois de plus, merci de vous être connectés aujourd'hui. Bonne continuation, bonne conférence.